La revue de presse d'Olivier Delagarde avec ce matin, Olivier, des journaux un petit peu à contre-tempo. Oui, c'est bien à moi que vous vous adressez, Dimitri. Eh bien, les deux informations essentielles de la matinée sont effectivement arrivées un peu trop tard pour vos gazettes. D'abord, la condamnation de Donald Trump, rien dans les versions papier, le print, comme l'on dit. Sur les sites de vos journaux, vous lirez que cette sentence est à la fois historique, c'est une première, mais qu'elle n'empêchera pas Trump de se présenter en novembre. Quant aux conséquences politiques que cela pourrait avoir, eh bien pour le moment, personne n'en sait rien. On va donc attendre un peu. L'autre grosse info, c'est l'évolution de la position française dans le conflit ukrainien. Parce que Macron autorise finalement Kiev à frapper en Russie avec des armes françaises, annonce le Figaro. Et à la une du journal, on sent quand même Philippe Gély un peu inquiet de voir ainsi notre pays en première ligne face à la Russie. En supposant qu'il sache jusqu'où il est prêt à aller, le chef de l'État a-t-il seulement préparé les Français à cette bataille-là, s'interroge-t-il. Ça, c'est donc l'édito du Figaro. Mais en page intérieure, Isabelle Lasserre tempère un peu ses propos. Dans l'arène internationale, écrit-elle, Emmanuel Macron fait souvent figure d'éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais ses idées contrées sont souvent reprises quelques semaines plus tard, après débat entre les alliés. Et c'est d'ailleurs ce qui vient de se produire. L'information, là encore, est arrivée trop tard pour les journaux. Mais Joe Biden a finalement décidé de suivre la position française. Le président américain autorise finalement l'Ukraine à frapper la Russie avec des armes américaines pour défendre Kharkiv. Les États-Unis continuent certes à s'opposer à des frappes en profondeur sur le territoire russe, mais il est certain que cette décision marque un changement de position occidentale dans cette guerre. Pour des commentaires plus charpentés, on attendra, là encore, les journaux de demain. Autre front pour Emmanuel Macron, celui des finances publiques. Bon, je sais que depuis que la presse crie au loup, le quidam est devenu dubitatif. D'ailleurs, dans l'opinion, Marc Vigneault n'est pas dupe. Il y a fort à parier, écrit-il, que le lecteur se méfie d'un énième article sur la menace qui plane de dégradation de la note financière de la France, mais cette fois, le risque est plus sérieux. L'agence de notation Standard & Poor's donnera sa décision aujourd'hui, et une certaine forme de résignation a même gagné la majorité, affirme Renaud Honoré des Échos. Rares sont ceux qui croient encore que l'exécutif pourra échapper au coup près. Ajoute-t-il, sur le plan économique, une dégradation n'aurait pas d'impact majeur sur nos conditions de financement, explique un ténor de la majorité. En revanche, il y aurait un vrai coup politique. Le débat à venir lundi à l'Assemblée sur les motions de censure, sur les questions budgétaires justement, le débat s'annonce agité. Allez, une histoire de réconciliation maintenant. Eh oui, ça existe aussi en politique. On pensait pourtant que les trahisons, le coup de couteau, les haines recuites avaient à jamais brouillé la famille Le Pen. Eh bien, on avait tort. C'est le point qui nous révèle cette semaine que Marine et Marion se sont rabibochés. Tout a commencé au cours d'une veillée mortuaire d'une vieille amie de la famille, explique Charles Sapin. La tante et la nièce se retrouvent pendant plusieurs heures. Mais c'est surtout lorsque Jean-Marie Le Pen va être hospitalisé en urgence après un malaise cardiaque que la situation évolue. Marine réunit le conseil familial et décide d'associer sa nièce à toutes les décisions. Le grand pardon sera définitivement accordé de part et d'autre en marge du mariage de l'une des filles de Marine Le Pen en septembre dernier, affirme encore Le Point. Depuis, le dégel des relations n'a pas échappé aux entourages, ni à Éric Zemmour exaspéré, ni à l'état-major du RN, où l'on a bien compris qu'il ne fallait plus dire du mal de la nièce. Marion Maréchal va revenir chez nous, c'est inéluctable, déclare même un haut cadre du Rassemblement national. La seule question, c'est quand et sous quelle forme, et d'ajouter que son score le 9 juin aura forcément des incidences. Mais en Bretagne, il y a aussi des femmes à tête dure. Oui, l'information est dans le télégramme de Brest. Tenez-vous bien, rien ne va plus chez les druides, et surtout les druidesses armoricaines. 3 d'entre elles ont été radiées du Gorset de Bretagne. Mais putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Bon, Le Gorset de Bretagne. j'explique. Oui. C'est l'Assemblée des druides. C'est vrai que la situation y est compliquée encore plus qu'à Kaamelott. Pour tenter de vous résumer, ce sont des histoires non pas de potions magiques, mais d'influence, de pouvoir, d'argent et même de sexe. Heureusement, en 2024, explique Hervé Charbonnière, les jets de menhir ne sont que numériques. Entre les clans de Monabraz, Pervari Kerlock et la bardesse Erato Stonguilou, ça se balance donc des sorts sur les réseaux sociaux. Et pas sûr que tout ça se termine par un banquet autour du feu. Bref, Panoramix revient. Le ciel leur est vraiment tombé sur la tête. C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. Voilà.
C'était pourtant très clair, Olivier de Lagarde. On a tout compris. Merci beaucoup, la revue de presse d'Europe 1. Bon week-end, Olivier. On vous retrouve évidemment week-end à vous. lundi.